Un empire gigantesque qui s'étendait sur plusieurs continents. Et tout ça contrôlé par une petite poignée d'hommes depuis Paris. Alors comment la France a-t-elle bien pu construire la machine administrative qui a rendu ça possible? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Pour vraiment piger comment fonctionnait cet empire, il faut aller voir dans la salle des machines. Et comme le dit très bien cette citation, l'administration, ce n'était pas juste un outil parmi d'autres. Non, c'était le véritable cœur du réacteur, la pièce maîtresse de la domination française. Il faut bien comprendre que le projet colonial français reposait sur une énorme contradiction. D'un côté, il y avait le discours officiel, la belle histoire de la mission civilisatrice. Et de l'autre, il y avait la réalité du terrain, beaucoup plus pragmatique, une obsession pour le contrôle, la surveillance et, si besoin, la punition. Ok, mais alors, comment piloter une machine pareille? Pour le savoir, il faut remonter tout en haut de la pyramide, là où tout se décidait, dans le cerveau parisien. Cette tour de contrôle, elle ne s'est pas faite en un jour, attention. Au début, c'était juste un petit service rattaché à la marine. Et puis petit à petit, c'est devenu un ministère à part entière, le vrai centre névralgique de tout l'Empire. C'est assez fou quand on y pense. Depuis une seule rue à Paris, la rue Oudinot, quelques hauts fonctionnaires prenaient des décisions qui allaient impacter la vie de millions de gens à des milliers de kilomètres de là. Leur seule fenêtre sur ce monde, c'était des rapports mensuels. Autant dire qu'ils étaient souvent complètement déconnectés de la réalité. Allez, on quitte les bureaux parisiens et on part sur le terrain, à la rencontre de ceux qui faisaient vraiment tourner la boutique. Qui étaient les véritables rouages de cette machine impériale? Très loin de Paris, au fin fond de la brousse, il y avait un homme qui, à lui seul, incarnait toute l'autorité de la France. Souvent très isolé, il avait un pouvoir immense, presque sans limite, sur des territoires gigantesques. Ce qui lui a valu ce surnom très parlant de « roi de la brousse ». Et ces fameux rois de la brousse, ils ne sortaient pas de nulle part, hein. Ils étaient tous formés dans le même moule, la fameuse école coloniale, à Paris. Leur carrière, c'était une sorte de long parcours du combattant, de poste isolé en poste isolé à travers tout l'Empire. Seuls les meilleurs arrivaient au sommet. Mais le chiffre le plus incroyable, le voici. En 1907, pour gérer toute l'Afrique subsaharienne française, il n'était que 500. 500 fonctionnaires d'autorité pour administrer des territoires et des populations immenses. C'est juste stupéfiant. Alors, la question se pose. Comment faisait-il en étant si peu nombreux? Est-ce qu'il y avait une méthode particulière, un modèle français d'administration coloniale? Ah, ça, c'est le grand classique des manuels d'histoire. On oppose souvent le modèle français du direct rule, où on impose notre propre système, au modèle anglais de l'indirect rule, qui lui s'appuie sur les chefs locaux. Mais bon, vous vous en doutez, la réalité était bien plus nuancée que ça. En fait, dans la pratique, les administrateurs français se sont aussi beaucoup appuyés sur les chefs locaux. Mais attention, il ne faut pas les voir comme des partenaires. Ils étaient plus faux des intermédiaires, des sortes d'auxiliaires de l'administration coloniale, sans réelle autonomie, et que l'on pouvait remplacer du jour au lendemain. Et l'exemple parfait de ce système un peu hybride, c'est la commune mixte, qu'on trouvait surtout en Algérie. C'était une création purement administrative qui mélangeait des colons européens et des populations locales, les douars, le tout placé sous l'autorité d'un seul administrateur français. L'administration, c'était une chose. Mais quand le contrôle par la paperasse ne suffisait plus à maintenir l'ordre, que se passait-il? Eh bien, c'est là qu'on découvre la phase beaucoup plus dure du système, la poigne de fer. Pour ça, il faut comprendre une chose essentielle. La grande majorité des habitants des colonies n'étaient pas des citoyens français. C'étaient des sujets. Et ils étaient soumis à un régime juridique spécial, le tristement célèbre Code de l'indigénat, qui donnait des pouvoirs de police et de justice énormes à l'administrateur local. Donc il faut vraiment se sortir de la tête l'image d'un empire calme et apaisé. La réalité, c'était plutôt celle d'une paix armée. Un calme de façade maintenu en permanence par une surveillance constante et la menace de l'usage de la force. Et les preuves de cette tension, elles sont là noir sur blanc. L'histoire de l'Empire est loin d'être un long fleuve tranquille. Elle est marquée par de très grandes révoltes, de l'Algérie à l'Indochine, en passant par le Maroc ou l'Afrique de l'Ouest. Et toutes ont été réprimées dans la violence. L'outil ultime de ce contrôle par la force, c'était bien sûr l'armée. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe assez fou. En 1914, cette armée coloniale était composée en majorité de soldats qui venaient des colonies elles-mêmes. Bon, et puis un jour, l'Empire s'est effondré. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de cette immense machine administrative? Quel héritage a-t-elle laissé dans les pays devenus indépendants? D'un côté, on ne peut pas le nier, la France a laissé derrière elle les briques d'un État moderne. Des structures, une police, une organisation budgétaire et même une première petite promotion de fonctionnaires locaux formés à la française. Mais de l'autre côté,
Ce modèle très vertical, très autoritaire, s'est souvent avéré être un cadeau empoisonné. Après les indépendances, ces structures, qui paraissaient solides, ont souvent été incapables d'empêcher les pays de basculer dans le parti unique, la corruption, voire la dictature militaire. Et ça nous amène directement à la question qui fâche, une question toujours très sensible aujourd'hui. Quelle est la part de responsabilité de la France dans les difficultés administratives que connaissent beaucoup de ces anciennes colonies? Au final, ce qu'on voit, c'est que cette machine impériale était un système incroyablement complexe, un mélange d'idéaux affichés, de rapports de force et de violence. Elle a laissé un héritage très ambigu, fait à la fois de structures et de profondes fractures. Un héritage dont on sent encore très fortement les secousses, aujourd'hui.